Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Et en fait, de réécouter des émissions, de les monter, de m'écouter moi-même beaucoup, il y avait un truc de « Oh gars, calme-toi, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que cet humain ?» Les gens trouvent toujours c'est horrible de s'entendre parce qu'ils entendent leur propre voix et ils se disent « Mais putain, je sonne comme ça ?» Et je pense que c'est plus global que ça. C'est genre « Ah, donc je suis cette personne, c'est ça l'image que je renvoie ?» Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Florent Bernard, donc Flaubert, qui est auteur et réalisateur. Il a 28 ans et il a déjà fait plein de choses très différentes. Il fait un podcast qui s'appelle le Floodcast avec Adrien Méniel. Il fait des vidéos sur internet avec Golden Moustache et Studio Bagel, des web-séries avec Canal+. Il a notamment coécrit Bloqué avec Kian Kojandi, Navo, Clément Cotentin, Orelsan et Gringe. Plus récemment, il a écrit des séries pour YouTube Premium, Groom et Les Emmerdeurs. Il est régulièrement appelé pour plein d'autres projets, que ce soit des films, des séries, des pubs ou même du stand-up, puisqu'il a coécrit le nouveau spectacle de Baptiste Le Caplin. Ça fait un bail que j'avais envie de recevoir Florent dans Les gens qui doutent, donc là on a profité du confinement pour s'appeler et discuter de pas mal de choses, de tous ses projets d'écriture évidemment, mais aussi de cette période horrible qu'est l'adolescence, de sa tendance à s'auto-analyser tout le temps, de ce qui le touche lui dans les œuvres qu'il aime. Et puis on s'est posé cette fameuse question, faut-il avoir vécu des choses difficiles pour être comique ? Je rappelle que le podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes habituelles, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous le voulez, vous pouvez aussi soutenir le podcast via Patreon, le lien est dans la description. Ouais, moi j'ai vraiment grandi en regardant des films. Après, j'aime la liberté. Alors, je vais te parler des Américains. Les Américains. Okay. Ah, les Ricains, ils ont ça dans le sang. Non, mais ou même l'Angleterre, j'aime bien cette culture. En vrai, on a ça aussi en France. Je fais le mec, mais où tu peux toucher à divers trucs en même temps, tant que toi, ça te stimule et ça t'amuse, quoi. J'aime beaucoup l'idée de moi, mon but à terme, c'est de faire mes films. Mais de temps en temps, si on m'appelle sur une commande où j'aime bien l'histoire, je peux le faire. Et que d'un coup, il faut écrire des sketchs, je peux en écrire. Ou faire de la radio, je peux en faire. Ou faire même du stand-up, je peux en faire en scène ouverte sans espérer en faire une carrière, mais peut-être en faire de temps en temps. J'aime bien cette liberté. Je me dis, je vis à Paris, donc si je peux pas le faire là, je le ferai nulle part, quoi. Donc j'essaye de garder cette possibilité de jongler. En plus, moi, je trouve que je travaille souvent sur plusieurs projets en même temps. Et c'est le fait que ce soit un film... un film à moi, une commande et aussi le spectacle de Baptiste Le Caplin ou une série avec pour Canal+. Enfin, tu vois, c'est des trucs tellement différents que c'est ce qui me permet de les faire un peu en même temps. C'est-à-dire que c'est comme si chaque taf que je faisais était la récréation de l'autre. Je sais pas si c'est très clair, mais ouais. Ça permet de jamais trop stagner et jamais le subir trop, j'ai l'impression. Et t'as toujours bossé comme ça ? Ouais, de ouf. Après, j'avais moins de projets au début, ça c'est avec le temps et avec l'organisation, parce que ça, j'étais très nul à ça. Mais j'ai toujours... En fait, si j'ai qu'un seul truc à faire ou 35 trucs à faire, ça va me prendre autant de temps. Mon cerveau fait que... Je sais pas si c'est parce que j'ai des parents dans l'artisanat et tout, il fallait se lever à 6h et se coucher à 19h. Et faire que travailler ma vie de rêve. Et faire que travailler mais du coup j'ai beaucoup ça de toute façon faut que je m'occupe, et même si quand je travaillais à Golden Moustache, quand j'ai commencé, que j'avais un sketch à écrire, ça pouvait me prendre une semaine, mais j'écrivais tous les jours dessus, quoi, parce que c'était mon travail, donc je l'ai tiré dans le temps. Mais maintenant en vrai aussi, la chance que j'ai eue, c'est qu'avec internet ça a vite fonctionné, donc très vite il a fallu donner du contenu. Et très vite, il a fallu bosser pas mal, en fait. Et puis en plus, j'écrivais, mais je réalisais, je montais, je jouais un peu dedans. Donc en fait, le côté multicasquette fait que j'étais tout le temps occupé. Aujourd'hui, par exemple, je fais plus de montage. Mais à l'époque, je faisais du montage. Encore à l'époque de Bloqué, c'est moi qui montais les épisodes. Enfin, certains épisodes, avec Pierre, qui était le monteur aussi sur l'émission. Sur le programme, pardon. Et donc du coup, je m'occupais comme ça. Je faisais du montage sur le projet. Bon, là, j'ai plus le temps de faire du montage sur les trucs que j'écris ou que je réalise. Mais j'essaie toujours de me maintenir occupé, ouais. Tu parlais tantôt du fait que ton adolescence c'était pas ouf. Ouais. J'ai l'impression que dans toutes les vidéos, dans tous les trucs que t'as fait, il y a toujours cette chose qui est pas vraiment de la nostalgie, parce qu'il y a l'air d'y avoir un certain... Genre, la période a marqué, mais pas en bien. Ouais. Et comment t'étais... Quand t'étais ado, qu'est-ce qui te donnait envie de te lever le matin ? Rien. Alors vraiment, pour le coup, que dalle. En fait, l'adolescence, c'est toujours un peu relou parce qu'on sait jamais trop quand la situer dans l'âge, parce que
par exemple, je différencierais vraiment le collège du lycée. Moi, le lycée, c'était trop cool. Lycée, j'étais rigolo. Attends, lycée, c'est 18 ans chez vous? C'est entre... Ah oui, bah ouais. Alors, attends, lycée, c'est 16-18, en gros. Et collège, c'est 12-16. Et collège, c'est ça, c'est 12-16. Et collège, c'est horrible. Parce que collège, c'est vraiment devenir un grand, quoi. Tu arrives enfant et tu repars, je dirais pas adulte, mais t'as les questions du sexe, t'as beaucoup de questions qui sont arrivées en 4 ans. Et le collège, par contre, ça a été un drame. C'est-à-dire que le collège, moi, ça s'est très mal passé. Je faisais un peu rigoler, mais c'était vraiment un bouclier pour essayer de survivre. Je plaisais pas, j'étais très très laid. Je me faisais défoncer, je me prenais des caillasses, je me faisais cracher dessus. C'était vraiment assez hardcore. Mais en fait, à côté de ça, c'est pendant ces périodes-là où je me suis plongé. C'est pour ça que le mot geek aujourd'hui, il est très galvaudé. Mais à cette époque, moi, ça avait un sens pour moi parce qu'il y avait vraiment un côté, je me mets dans une espèce de cocon qu'est la pop culture, qu'est regarder des films, jouer aux jeux vidéo, lire des bouquins, aller au cinoche, tous ces trucs-là, et me protéger de ça et m'évader un peu de ça, à la manière du film L'Histoire sans fin. Donc c'était très cool à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'en fait dans ce que je fais, c'est un peu de la nostalgie, mais c'est de la nostalgie qui essaie d'être le plus honnête possible. C'est genre, franchement, c'était des chouettes années parce qu'on était jeunes, parce qu'on se forgeait, parce que mine de rien, il y avait quand même des choses chouettes. J'avais quand même des copains, tu vois. J'étais pas non plus tout seul. J'étais pas j'étais pas dans un film de John Hughes, tu vois. J'avais quand même des amis. Je sortais. Mais c'était quand même très relou de se faire défoncer, de se faire cracher dessus. Tu sais, j'étais en Bourgogne, moi. La Bourgogne, en France, c'est vraiment une région... enfin, en tout cas, la ville d'où je viens, Autun, c'est vraiment une petite ville où tout le monde se connaît. Donc, si une seule fois, tu t'es fait défoncer dans un bus, t'es le loser pendant 4 ans. C'est-à-dire que tu prends 4 ans ferme. Tu peux pas changer ta personnalité. C'est comme en zonze, quoi. C'est comme en prison. Tu peux pas changer ta personnalité. Si en 6e, un jour, t'as été un peu nul... Pendant 4 ans, tu vas être nul. C'est terminé. Tu prends 4 ans ferme. Ça ne pourra pas changer. Donc en plus, le corps change. T'as des boutons. Moi, j'ai pas eu de cadeau à ce niveau-là. Je pullulais de sébum. Donc tout ça, c'était nul à yesh. Mais en même temps, c'est là où je me suis le plus construit, je crois. C'est là où j'ai appris à me défendre, justement, avec les vannes, je pense, pour faire un peu de la philosophie de comptoir. Mais je pense qu'il y a un peu de ça. C'est là où je me suis dit, ah ok, bah en fait, il y a des humains qui sont de la merde, j'aime pas quand on me force à faire des trucs, si on me parle mal, et ben en fait je peux répondre, tous ces trucs-là. Donc moi je suis très dans la nostalgie parce que je sais pas pourquoi, ça me fascine en fait, notre rapport qu'on a à la nostalgie. Et j'ai l'impression qu'on est tous un peu les mêmes à ce niveau-là, c'est de dire... Ah, c'était quand même chouette. Enfin, tu vois, quand il y a des Avengers ou des Star Wars qui font 1 milliard d'entrées, c'est que de toute façon, il y a un truc qui est inhérent chez les humains de regarder notre enfance et de la chérir un peu comme un doudou. Mais j'aime bien quand même rappeler que c'était pas ouf non plus, quoi. C'est-à-dire que c'est pas... J'essaye de l'embellir le moins possible. Je donnerais rien du tout pour retourner en enfance. En revanche, j'adorerais être père d'un enfant dans le même collège où j'ai grandi et défoncer des élèves pour qu'ils prennent à la place de ceux qui m'ont emmerdé. Mais voilà, je pense que ça se traduit comme ça. Et ça t'a pas rendu totalement défaitiste? Parce que moi, j'ai eu aussi une période assez où genre j'aimais pas les gens et je trouvais qu'ils étaient vraiment pas des bonnes personnes. Et ça m'a dégoûté de la totalité du monde, en fait. Et pendant des années, j'ai pas tellement changé, mais j'ai été un peu toujours à moitié sur mes gardes, toujours à partir du principe que les gens c'était vraiment de la merde et que tout était triste. Bah ouais, j'ai un peu de ça aussi, hein. En vrai, c'est des débats que j'ai parfois avec ma meuf et tout, où par exemple elle me dit ah il y a ça ce soir et il y a un tel et un tel. Je fais ah bon non, s'il y a un tel je viens pas. Et elle me dit bah tu peux faire un effort et tout, et je fais bah non, je l'aime pas, il sait que je l'aime pas, il ne m'aime pas, pourquoi se forcer, quoi. Et ça, je pense que c'est lié à l'enfance, tu vois, à se dire mais j'ai trop fait semblant à essayer d'être pote avec les cools parce que sinon il me tapait. Enfin, tu vois, parce qu'il fallait jouer le rôle, il fallait
pas vraiment être toi, parce que sinon quand t'étais toi tu te faisais défoncer, que là maintenant j'ai un truc presque et puis je pars vraiment du principe quand même si là je suis joyeux et je fais des blagues, je pense vraiment que l'humain est pas bien, hein. Je pense vraiment que on a de la chance quand on croise des gens bien, mais que la plupart c'est vraiment de la merde. Mais vu que c'est ma base pour juger les gens, par exemple j'ai des a priori à chaque fois que je rencontre quelqu'un, ce qui est pas ouf, hein, mais je pense que dès que je rencontre quelqu'un j'ai des a priori sur lui. Et c'est dès que je discute avec des amis, à chaque fois que je remonte le plus loin dans ma mémoire, c'est au début je l'aimais pas. C'est-à-dire que je rappelle quand même que c'est que la deuxième fois qu'on se parle. Non mais j'avais écouté des podcasts, des trucs, donc c'est différent. T'as eu un rapport déjà avec la personne, tu l'as écouté parler de sujets, mais dans des concepts, dans des contextes de soirée ou dans des contextes de justement de small talk ou surtout dans nos métiers actuels où des fois c'est un peu le one man show constant. Souvent moi j'ai des a priori négatifs, quoi. Je suis là genre oh lui il est relou, elle me saoule, lui il parle fort, elle est chiante, alors qu'en plus moi aussi je parle fort et moi aussi je fais des blagues. Mais tout ça pour te dire que quoi qu'il arrive j'ai toujours un peu des a priori négatifs, mais après du coup je sais pas si c'est une bonne façon de voir la vie, mais du coup je suis tout le temps agréablement surpris. Donc du coup c'est plutôt chouette. Oui, tu mettre vois, les attentes le plus bas possible, c'est ça la stratégie. mais vraiment, écoute, franchement, quand il y a quelqu'un à qui j'ai un a priori et qui se trouve être un connard, bah du coup il y a pas un moment où je me dis oh non c'est un connard. Je me dis bah voilà, bon bah c'est un connard. Je le sentais, j'ai eu de l'instinct. T'es même fier d'avoir été perspicace. Ouais. Je le sentais dès le début. Putain, j'ai un super pouvoir. Et pourquoi tu penses que les gens sont mauvais? Bah parce que moi je le suis. Enfin je sais pas, c'est un peu une réponse de première L, mais il y a un truc où je sais que moi. T'étais en L? Ouais, j'étais en L. Okay. Ouais, j'étais en L. J'étais en L parce que j'étais nul en tout le reste. Donc à un moment on m'a dit bah t'es nul en maths et t'es nul en sciences. Donc il reste quoi? Bah français. Bah vas-y c'est parti. Et non mais donc je sais que moi je suis capable de bas instincts, que j'ai des mauvaises pensées, que j'ai des trucs. Donc je fais mais donc tout le monde est comme ça en fait. Enfin je veux dire je pense pas être si différente du reste du monde, quoi. Donc je pense qu'on est tous comme ça et qu'on essaye de dealer au mieux avec ça. Et voilà, donc je dis pas que le monde est... Enfin, il y a encore, quand même, si, un peu... Enfin, il y a quand même beaucoup de preuves que le monde est pas ouf. Mais... Et de temps en temps, il y a des éclairs de lumière et les gens sont capables du meilleur d'eux-mêmes et c'est formidable. Mais de base, je pense que j'ai un peu un truc où je fais... oui, voilà, c'est pas dingue, mais on va quand même réussir à vivre ensemble. Et surtout, c'est pas pire qu'avant, ça a toujours été comme ça et on s'est toujours démerdé comme ça. Voilà, on est un peu égoïste, on s'en fout un peu du reste et on va faire au mieux comme ça, quoi. Mais je crois que ouais, je pense que c'est lié à l'enfance. Je pense que c'est lié où quand t'es gamin, t'arrives et que tu te prends tout ça alors que t'as grandi avec... Moi, j'ai eu des parents plutôt aimants. Donc du coup, je pense qu'il y a un peu un truc très violent de ah ok, donc l'extérieur est ok, bon bah on va se blinder, ok, on va ok. C'est vraiment juste apprendre des gens que tu croises dans la vie, quoi. Comment toi t'essayes de gérer justement ces bas instincts et comment t'essayes d'être une personne chouette? Déjà j'essaie de réfléchir un peu avant de parler, ce que je faisais pas trop avant. Les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé aussi, je pense. À savoir d'entendre ou de lire des gens qui ont pas le même, qui viennent pas du même endroit que moi et qui ont eu des parcours un peu différents et tu vois, et de me dire il faut que j'arrête avec ces tu vois, et d'apprendre que des gens peuvent être vexés ou choqués de certains trucs et de me dire aussi est-ce qu'il y a besoin. Moi par exemple je donnais beaucoup mon avis à une époque, mais encore très récemment, hein, il y a encore 3-4 ans, je me dropper des trucs et machin, et à un moment tu te poses un peu et tu te dis mais est-ce que ça valait le coup vraiment que je dise au monde ce que je pense de tel comédien? Est-ce que vraiment le monde s'est retrouvé changé que d'un coup j'attaque une personne? Enfin, c'est des trucs comme ça où le podcast que je fais aussi avec Adrien m'a pas mal aidé. Bon, déjà parce qu'Adrien c'est un gars qui se pose beaucoup de questions c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être très sarcastique et en même temps il peut se sentir extrêmement mal s'il vexe quelqu'un, donc c'est assez rigolo. Et en fait de réécouter des émissions, de les monter, de m'écouter moi-même beaucoup. Il y avait un truc de oh gars, calme-toi, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que cet humain de s'entendre. Les gens trouvent toujours c'est horrible de s'entendre parce qu'ils entendent leur propre voix et ils se disent mais putain je sonne comme ça, et je pense que c'est plus global que ça. C'est genre donc je suis cette personne, c'est ça l'image que je renvoie.
Et donc du coup ça te pousse un peu à poser des questions. Alors je suis en apprentissage, je pense que je suis très très loin encore d'être quelqu'un de chouette comme tu dis, mais je pense que ça passe par ça, où je me suis dit bon bah vas-y, est-ce que c'est des petits trucs mais tu resserres des boulons à droite à gauche, et en me disant voilà, là je pense que ça va, je pense que, mais même tu vois ce que je disais, ne pas me forcer à voir des gens que j'aime pas, c'est mieux que quand j'essayais de me forcer à les voir et que je vais faire des petites vannes, ou que je vais essayer de faire comprendre que je suis pas à mon aise, et genre bah non, n'y va pas gars, tu n'es pas obligé, et comme ça tu vas améliorer la soirée de tout le monde. Enfin voilà, c'est des petits trucs, c'est beaucoup d'auto-analyse de toute façon, mais je pense que c'est ce que... Comment t'as compris que tu devais arrêter de faire semblant parce que ça servait à rien? Je sais pas, moi je me saoule beaucoup déjà, c'est-à-dire que là on va couper le podcast et je vais me dire oh là là, mais j'ai dit tellement de trucs d'une bêtise, et genre est-ce qu'il y avait besoin de faire cette vanne, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de dire ça, enfin bon bref, et j'ai ça tout le temps, c'est-à-dire que les retours à pied après les soirées sont toujours catastrophiques pour moi, parce que je me refais la soirée en candidat extérieur et je me dis mais putain, pourquoi j'ai dit ça, il y a un moment j'ai fait ça, il y a un moment, il y a ce moment où je me suis mis à danser, mais pourquoi je suis parti sur ce moment où il a fallu que je danse, et bon bref, et donc je suis tout le temps dans l'auto-analyse et comment dire, putain j'ai plus le mot, merde, je me descends un peu moi-même en rentrant quoi, et du coup la dépréciation, voilà. Et donc du coup je sais pas, j'ai l'impression que ça passe par là. Putain, j'ai oublié la question, je suis désolé, je me suis paumé en parlant. C'est pas grave, il y en a une autre. Parfait. La question c'était quand est-ce que t'as arrêté quand t'as compris qu'il fallait pas spécialement faire semblant. Exactement, bah du coup voilà, en me disant putain mais j'ai été nul, j'ai essayé de faire semblant et clairement c'était pathétique, donc au moins essaye de... Mais après je suis pas le gars non plus qui va dire faut être honnête et puis il faut me prendre tel que je suis. Non, moi je suis pour la politesse et il y a pas besoin de dire à des gens que t'aimes pas au fait je t'aime pas du tout, t'es au courant de ça. Non, c'est juste arrêter de faire de me forcer à aller à des endroits où j'ai pas spécialement envie d'aller pour être un peu dans la société quoi, pour essayer de... Déjà je me suis un peu détendu sur le fait que on m'oublie ou on m'aime pas, et je pense qu'il y avait ça au début de faut être aux soirées comme ça, les gens vont s'amuser avec moi, on va passer une bonne soirée, et voilà, tout ça je me suis un peu détendu. Je sais pas si c'est la vieillesse, je sais pas si c'est le couple, je sais pas la vieillesse, dit-il à 18 ans. Non mais je sais pas si c'est la maturité que m'apporte mon grand âge ou l'avancée dans la vie, mais il y a un peu un truc où ouais, j'ai pas besoin de tout ça. Mais ça va être méga chelou peut-être comme question, mais comment tu sais que tu fais semblant ou que c'est juste toi qui es en train d'évoluer? Ah putain, je sais même pas si je le sais. Comment je le sais si je fais semblant ou c'est moi qui est en train d'évoluer? Moi c'est tellement une de mes angoisses en général parce que je me pose aussi beaucoup de questions par rapport à la façon dont je me comporte, et j'essaye je me rends compte de plein de choses qui sont problématiques, et donc je réfléchis à ça, et puis je sais jamais si du coup les efforts que j'essaye de faire, c'est juste ce que je suis en train de devenir, ou juste moi qui mens à tout le monde et qui me ment à moi-même en essayant de me convaincre que je suis une meilleure personne. Peut-être, mais alors j'ai pas la réponse, mais peut-être ça faut voir avec l'épreuve du temps. Est-ce que t'es mieux, ou est-ce que ça a l'air d'être mieux quand tu fais ça? Peut-être que tu le sais pas tout de suite. Mais à la fin, t'es Jean-Claude Roman. Oui, peut-être. Mais peut-être qu'on doit tous passer par ça. Oh, peut-être que c'est ça la maturité. Non, je sais pas. Jean-Claude Roman, c'est la maturité. Voilà, je pense que il y a peut-être un peu de ça. Non, mais pour répondre à ta question, j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression qu'on teste un peu tout le temps, quoi. On teste, là ce soir je vais essayer de pas trop faire des blagues, et puis après t'es pris dans le tumulte des trucs, et quand même tu parles fort, et je sais pas, j'ai l'impression. Mais après je pense qu'aussi on est les pires analystes de nous-mêmes, et que la plupart des gens s'en branlent de nous. Moi ça c'est l'autre truc aussi, des fois je me dis ah là cette soirée j'ai fait ci, j'ai fait ça, et en fait en même temps tu te dis, et en même temps d'autres ont fait ça aussi, et en même temps j'ai fait de mal à personne ce soir, à part parler peut-être un peu fort, et on m'a invité à une autre soirée derrière, donc peut-être c'était pas si horrible d'être en ma compagnie. Bon bref, c'est des trucs d'auto-analyse constant quoi. Mais est-ce que ça te saoule de autant réfléchir, ou est-ce que tu penses que c'est un peu un mal nécessaire? Je suis très content d'avoir l'excuse de mon métier, qui est inventer des histoires et essayer de toucher les gens avec des histoires,
puisque je crois que je me suis un peu persuadé de dire, je fais ça pour le travail un peu. Je me dis en même temps, non mais je veux dire, si je me pose toutes ces questions, c'est que tous les humains de la Terre se posent ces questions. Ça a été le super truc d'internet où quand j'ai commencé à parler de choses de ma vie personnelle, alors que j'étais très jeune, j'ai fait un sketch sur la rupture à 23 ans, 22 ans. Autant te dire qu'à 22 ans, ta maturité sur le concept de rupture est pas incroyable. C'était le syndrome post-rupture ou c'était un autre ? Oui, c'était le syndrome post-rupture, exactement. J'avais même plus jeune encore, moi j'avais 21 ans, bon bref. Et quand je l'ai sorti, en fait, ça a été un peu le sketch du divorce avec Surika, parce que les 3 gars l'aimaient pas, ce sketch. Ils étaient... Mais je peux comprendre. Mais non, mais je peux comprendre en plus, parce que c'est pas du tout un sketch de groupe, c'est un sketch très perso, et bah, la preuve, il y a Julien qui a un rôle, Vincent un petit peu, il y a pas Raph, enfin, c'est pas un sketch... Enfin, je peux comprendre. Et quand le sketch est sorti, du coup, j'étais pas bien parce que les gars l'aimaient pas trop. Heureusement, le DA, Vladimir Rodionov, le kiffait et moi, j'en étais plutôt fier. J'étais assez content de cette vidéo. Elle parlait d'un truc qui m'était arrivé, que j'avais pas bien vécu et je trouvais que la façon d'en parler était légère et en même temps racontait un peu des trucs. Et les commentaires étaient trop cool, quoi. Il y avait plein de gens qui disaient « Oh putain, ok, le gars a fait un sketch sur ma vie, tout ça. » Plus que des rires, j'avais des gens qui me disaient c'est exactement ce que j'ai ressenti au moment de ma rupture. Et du coup, je me suis dit, on a un peu tous les mêmes vies quasiment. Sois le plus sincère possible et tu seras le plus universel. C'est un truc que j'ai appris à ce moment-là et que ma vie artistique ne cesse de me répéter ça. Quand je suis sincère, quand je suis sincère, ça parle aux gens. Et dès que j'essaie un peu autre chose, où je me dis non mais là ça va être que des blagues ou machin, ça marche moins bien. C'est moins mon style. Donc je pense qu'il y a eu un peu un transfert en me disant ça dans la vie aussi, de me dire on se pose tous les mêmes questions en rentrant chez nous et on se juge tous et on se déteste tous d'avoir été comme ça en soirée ou d'avoir été comme ça au travail ou d'avoir mal parlé à quelqu'un et pas avoir osé s'excuser, rester avec le machin. Et donc en pensant à ça, je me dis quand je pense à ça, je le mettrais peut-être dans une création. Tu vois, ce fameux retour de qu'est-ce que j'ai dit à cette soirée, bah peut-être qu'un jour ça me nourrira quand je voudrais développer un personnage pour un film ou pour une série. Donc c'est un peu mon excuse d'un peu tout analyser. J'ai mes petits carnets de notes où je note des fois des phrases basiques de tel sentiment, telle sensation, avoir l'impression de quand on fait ça. Et du coup, je pense que je pense que c'est mon excuse pour m'auto-analyser constamment et de pas me fatiguer de m'auto-analyser, de me dire en même temps si je m'auto-analyse, j'analyse un peu le genre humain en tant que philosophe du 21e siècle et du coup je peux le refoutre dans mes créations à base de sketchs de porno et de branlettes, quoi. Et est-ce que le fait que des choses que tu ressentes ce soit aussi universel et un peu la banalité des sentiments comme ça, est-ce que ça te rassure ou est-ce que ça te désespère de pas du tout être unique ? Ah non, ça me rassure. Moi, je suis sûr que je suis pas unique du tout. Je suis même un peu une caricature de moi-même parfois. Et c'est pas grave parce qu'en fait, ça parle un peu à des gens quand même. Si vraiment tout ce que je faisais enchaînait des bides, mais d'ailleurs c'est tout le drame du créateur, c'est quand ça marche plus ou quand ça marche pas au début, quand tu galères, tout ça, où tu te dis mais en fait je parle pas aux gens. C'est ça le plus important, j'ai l'impression, du métier d'artiste. Enfin, en tout cas, comme moi je le vois, c'est de parler aux gens. Tu utilises une façon de t'exprimer qui va faire que les gens vont avoir une réaction qui va être un rire, une larme, une envie, se reconnaître. Bon, bref. Et donc, du coup, ouais, moi, je sais que je marche beaucoup à ça et du coup, ça me désespère pas du tout de me dire on est tous pareils et je suis loin d'être unique. Parce que, au contraire, ça me rassure. Je me dis, on a tous les mêmes problèmes. Et les gens survivent, donc mes problèmes que j'ai, il y a plein de gens qui les ont eu avant et qui s'en sont très bien sortis. Donc je vais m'en sortir aussi. Donc voilà. Tu penses qu'on est obligé d'avoir une adolescence un peu horrible pour devenir une bonne personne ? Pour la question cliché, hein, mais non, mais c'est tellement marrant. Un pattern récurrent dans toutes les personnes que je fréquente que je me dis il doit y avoir quelque chose, quoi. Enfin, je dis déjà, pas que ouais. Non, déjà une bonne personne, je sais pas, parce que souvent aux États-Unis, les mecs qui flinguent dans leur lycée, ils se font un peu emmerder, hein, donc au final, peut-être pas tous, tu vois. C'est vrai qu'il y a quelques exceptions. Il y a quelques exceptions, mais qui sont un peu bruyantes, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Mais bonne personne, je sais pas. Personne drôle,
j'y crois un peu. Je sais que c'est un cliché, mais je pense qu'il y a un mécanisme d'autodéfense de la blague quand t'es petit que tu gardes à vie, comme les gens qui sont bons au foot au collège, souvent le sont un peu toute leur vie, même si ils peuvent s'en pâtir ou quoi que ce soit. T'as des réflexes gamins, comme quand t'as appris à marcher, comme quand t'as appris à parler, comme quand t'as appris à t'essuyer tout seul et à faire tes lacets. Si t'as appris à faire des blagues, j'ai l'impression que tu vas le garder un peu toute ta life. Et tu fais des blagues quand t'as besoin d'exister, quand t'es en manque d'amour, ou quand t'as besoin de te défendre d'un milieu un peu oppressif, un peu dur, et tu fais ce que tu peux, quoi. Donc une bonne personne, je sais pas, parce que je pense que déjà il y a beaucoup de gens très marrants qui sont d'horribles personnes. Donc je pense pas. Des noms. Pour le titre de la vidéo. Non, mais en tout cas, pour être marrant, je le pense vraiment. Après, pour être des bonnes personnes, je sais pas. Je pense qu'il y a des gens très heureux qui ont été élevés dans des règles très belles, très machin, qui peut-être nous parlent moins, mais qui sont quand même dans le respect d'autrui et qui sont des gens qui font de mal à personne. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir une adolescence horrible pour être une bonne personne. Pour être rigolo, j'ai l'impression que ça aide un peu quand même. Du coup, tu regrettes, vu ce que ça t'a permis de devenir et ce que ça t'a apporté? Je regrette quoi d'avoir une adolescence horrible ? Est-ce que t'aurais voulu avoir une adolescence plus heureuse, mais peut-être avoir moins d'armes aujourd'hui, avoir pas eu ce cocon que t'avais pendant l'adolescence et tout? Ah non, mais parce que bon, déjà, c'est le passé, c'est le passé, donc il y a un peu un truc de quand je te disais en début de podcast que j'essaye d'être le plus sincère, même malgré la nostalgie sur la merde que ça a été, il n'empêche que c'est passé, donc tout va bien. Non, je regrette pas du tout, et tout ce que ça m'a apporté, effectivement, les mécanismes d'autodéfense par la blague, les trucs comme ça, je les changerais pour rien au monde. Et puis ça, en vrai, j'en ai chié, mais tu vois, encore une fois, j'avais pas des parents violents, j'avais pas, voilà, j'en ai chié comme plein d'élèves en ont chié, et encore, j'étais blanc, j'étais pas homosexuel, j'étais juste très laid et un peu chelou. Voilà, qui comprenait pas à fond le concept de douche, qui comprenait pas à fond le concept de déodorant et qui était très vulgaire, et qui comprenait, et surtout qui avait une mère qui disait putain mais qu'est-ce que t'es beau, tu vas nous ramener des filles à la maison, hein. Alors que clairement c'était la seule personne qui me trouvait beau, c'est ta propre mère. Voilà, c'est ces questions-là qui étaient des trucs assez marrants, mais bon, c'est tous les livres de Philippe Ross ou des mecs comme ça. Enfin, c'est l'ironie d'avoir une famille assez cool, assez protectrice, machin, et d'un coup tu vas à l'école et c'est vraiment la jungle la plus hardcore du monde. Et c'est ce truc-là qui est rigolo à dealer avec, et surtout c'est une version microscopique de ensuite ce qui se passe dans la vie avec plus de politesse, quoi. C'est-à-dire que des mecs qui en soirée vont se faire un malin plaisir de vanner tout le temps la même personne, mais ça existe quand t'es adulte, tu vois, ça existe dans des cadres du travail, donc mine de rien, je pense que ça a apporté quelques clés quand même. Ouais, mais il y a le truc bien dans le monde adulte, c'est quand même que tu peux choisir les endroits où tu vas. Là où au collège t'as pas vraiment le choix, tu vas au collège là où c'est près de chez toi, et t'as pas le choix que de passer 8 heures avec des gens que potentiellement tu détestes juste parce que ils ont ton âge, et donc t'es dans la même classe. Mais je pense que c'est le truc, moi, qui m'a le plus traumatisée pendant mon adolescence, et qui aujourd'hui des fois me donne un peu des hauts le cœur quand je passe devant une école, c'est le fait que t'es bloqué et tu sais pas que ça va s'arranger. Et c'est tellement déprimant parce que t'as pas d'autre choix, et tu ne sais pas que plus tard tu peux devenir ce que tu veux et faire ce que tu veux et fréquenter les gens que tu veux. Et c'est tellement un trauma pour plein de gens, j'ai l'impression. Ouais, et l'impuissance des adultes de pouvoir t'aider, puisqu'ils vont tous te dire, mais tu sais, ils te disent ça va bien se passer, c'est pas grave, ça passera. Enfin, encore, moi je dis ça, évidemment, j'en parlais jamais à mes parents de ce qui m'arrivait au collège, hein. Mais il y avait ce truc de c'est là, tu t'en foutras, dans 5 ans t'en auras plus rien à foutre, et toi t'es tout le temps genre mais je m'en fous dans 5 ans, là c'est maintenant le problème. Le problème, c'est que j'ai pas de petite copine, et que le peu de potes, moi j'avais un voisin qui était cool avec moi quand je le croisais dans mon quartier, mais qui était horrible avec moi à l'école. Un mec qui venait chez WAM jouer à GTA 3,
mais qui, quand on était au collège, me disait tu dis pas que je suis venu chez toi. Oh putain. Tu vois, j'étais vraiment dans des trucs où tu dis ah ouais, on est dans la violence la plus pure. Après, j'étais vraiment pas cool, c'est-à-dire que je pense que faut jouer un petit peu plus le jeu que ce que je ne faisais, à savoir venir avec des t-shirts Star Wars avant que ce soit restylé et les cheveux gras et les lunettes avec des traces de doigts. Enfin, tu vois, je pense qu'il y avait un petit effort aussi à faire de mon côté. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi sur le côté, t'es forcé, t'es bloqué. Et puis en même temps, tu dois apprendre des trucs. Et enfin, il y a beaucoup de choses en peu de temps. Tu te dis, les gens disent, ouais, quand tu vieillis, le temps passe beaucoup plus vite. Et c'est vrai. Parce que quand t'es gamin, et en même temps, quand t'es gamin, t'as plein de choses à gérer en même temps. C'est-à-dire que tu dois apprendre des choses, te placer par rapport à tes parents, devenir un adulte. Donc, à quel moment... tu vois, moi, j'ai pas du tout fait de crise d'adolescence, par exemple. J'ai fait aucune crise d'adolescence. Mais du coup, j'ai gardé beaucoup de rancœur sur des petits trucs avec mes parents. Je les ai beaucoup vannés en podcast ou un truc comme ça. Parce que je pense que ça a jamais éclaté quand j'étais ado. Donc du coup, c'est un peu une petite boule de pu que je traîne avec moi et que je mets dans des blagues ou dans des trucs comme ça. C'est des choses que tu gardes en toi et quand je disais la prison, je trouve que c'est vraiment ça. C'est vraiment la prison. Le collège, t'as même pas le droit de... Enfin, je comprends, on est jeune, hein, mais de sortir devant le collège, prendre un peu l'air, non, t'es dans une cour de récré, il y a des groupes que tu vas vraiment, tu peux pas aller si t'es tout seul sur un banc, bah, il y a vraiment, t'es regardé comme la personne qui est tout seul à un banc. Il suffit que tu traînes avec 2 mecs pas cool, mais qui sont gentils, bah, tu vas être le mec pas cool. Enfin, c'est vraiment une ambiance qui est pesante et où l'école primaire ne te prépare absolument pas à ça. Donc d'un coup, ça devient extrêmement violent, quoi. Et qu'est-ce qui a changé au lycée? Parce que nous, on n'a pas, on a juste 6 ans de collège, mais pas de lycée, donc il n'y a pas de cassure entre les deux. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui est différent au lycée, en fait? Ben, au lycée, alors bon, déjà, je vais faire du mépris de classe parce que bon, pourquoi pas aller jusqu'au bout. Oui. Mais c'est-à-dire que les gars qui moi me faisaient chier étaient des gars un peu cons. Enfin, tu vois, des gars qui étaient pas vraiment dans le système scolaire, qui étaient des gars cons, pas dans le sens débile, hein, mais dans le sens pas envie de jouer le jeu, quoi. Donc, dans le sens, c'était des petits merdeux. Donc, qui avaient pas spécialement envie d'aller à l'école et qui étaient, je pense, violents avec d'autres élèves parce qu'ils avaient pas envie d'être là. Tu vois, j'ai un vrai problème avec les campagnes anti-harcèlement parce que les campagnes anti-harcèlement qui disent aux enfants de se faire harceler, parler. Tu dis mais non, c'est pas eux qui doivent faire un effort. Il faut aller voir pourquoi des élèves harcèlent d'autres élèves. C'est ça en fait qu'il faut essayer de comprendre. Pas essayer de dire à quelqu'un qui se fait tabasser, parle-en à un adulte. Ça ne marchera pas du tout. Il faut que l'adulte parle avec un gars qui harcèle en disant pourquoi tu harcèles et essayer avec un psy de tirer ces trucs-là. Bon bref. Ça, c'était mon petit message pour politique. Et j'espère que tu le couperas pas parce que je suis un mec qui dérange. Non, mais de nouveau, le titre, ce sera Flaubert est contre les campagnes anti-harcèlement. Le harcèlement, c'est bien. Voilà ce que je voulais dire. Non, mais bon, bref. Harceleur, parlez-en. Parlez-en. Non, mais et au lycée, du coup, il y a tous les gars qui étaient pas faits pour le système scolaire, qui du coup sont pas allés dans un lycée, qui sont allés du coup dans des lycées plus professionnels ou en tout cas pas dans les mêmes lycées que moi. En France, tu passes le bac et le baccalauréat, c'est si t'as pas tant de moyenne en sortant de la 3e, si t'as pas ton brevet ou des choses comme ça. T'as 2 diplômes en fait. C'est à la fin du collège t'as le brevet, à la fin du lycée t'as le bac. Donc déjà si t'as pas le premier diplôme, le brevet, tu vas pas au lycée. Bon, tous les mecs qui étaient pas trop faits pour le système scolaire et qui étaient horribles avec moi sont pas trop allés au lycée. Donc déjà ça en enlevait tous ceux qui me tabassaient, ce qui faisait une vraie, ce qui en enlevait quand même pas mal. Et il y a plein de nouveaux aussi, puisque un collège, nous les collèges étaient plus petits que le lycée. Le lycée était très gros, donc déjà il y a beaucoup plus de la foule, donc il y a plein de gens que tu connais pas et qui s'intéressent pas à toi, donc ça c'est assez cool. Et tu redistribues et tu relances les dés en fait. C'est-à-dire que y a des nouvelles personnes, t'es un peu plus sûr de toi, tu crées ton propre groupe et d'un coup ça y est, t'as un groupe à toi avec qui tu peux rigoler et qui ne sont pas des harceleurs. Je pense aussi que quand tu grandis, tu harcèles moins, c'est-à-dire que même des gens qui avaient été horribles avec moi au collège et qui sont allés au lycée, bah, sont devenus moins relous parce qu'ils ont grandi et qu'ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas très utile. Donc voilà, non, moi le lycée je l'ai beaucoup mieux vécu et puis du coup 4 ans à me faire emmerder au collège fait que j'ai chopé, je pense, j'imagine, un peu de répartie, un peu de...
Et tu vois, au collège, si tu lances une vanne et qu'on te tabasse, c'est toi qui perds. Au lycée, si tu lances une vanne et que le gars veut te tabasser, tout le monde se fout de la gueule du gars qui veut te tabasser, parce que tu dis, bah gars, tu sais pas manger une vanne, qu'est-ce que c'est ridicule. Et du coup, le rapport s'inverse, et c'est même presque plus violent, parce que du coup, ceux qui font les blagues sont presque les plus puissants, tu vois, dans ce système chelou de relations humaines entre enfants. Donc non, le lycée, ça c'est beaucoup. Mais moi je savais, mais déjà dès la 4e, moi c'était la 4e le plus dur. 6e, t'es encore un enfant, 5e, ça devenait à chier, et 4e, c'était le pire pour moi. Dès la 4e, je me disais, mais au lycée, il faudra que je rechange tout, quoi. Là, c'est fini, c'est mort, je vais me faire emmerder jusqu'à la fin de la 3e. Mais au lycée, il faudra, comme dans les films de prison, il faudra que je tabasse le chef. Et comme ça, après, tout le monde va me laisser tranquille. Voilà, c'est ça. Et comme ça, tout le monde me laissera tranquille. Et donc, mine de ta rien, biatch, c'est Adrien. je n'ai pas rencontré Adrien au lycée, puisque quand j'étais au lycée, il avait déjà 35 ans. Donc, tu l'as rencontré devant le lycée, il traînait devant les écoles. C'est ça. Il nous vendait de la weed. Exactement. Il vendait de la weed devant les écoles. Ok. Et t'étais quel genre d'élève ? Oh, moi j'étais bon élève, mais partisan du moindre effort. C'était ce que mes profs mettaient dans mon bulletin. C'est-à-dire que je pouvais avoir plus, mais je comprenais pas l'intérêt. Moi, on me disait, faut passer à l'année prochaine. C'était ça le but de l'école. C'est faut passer pour avoir ton bac, il faut avoir ton brevet, il faut avoir ton bac. Donc moi, je bossais juste ce qu'il faut pour avoir les points, quoi. Et ça rendait ouf mes parents qui disaient, mais si tu bossais plus, t'aurais plus de points. Et je faisais, ouais. Mais en vrai, pourquoi ? Enfin, je comprends pas le. C'est-à-dire que du CM2 au baccalauréat, j'ai eu 12. Et c'est-à-dire que ça n'a jamais baissé et ça n'a jamais monté. C'est que mon parcours scolaire tourne autour de la note 12. Mais je suis content, hein, je trouve ça bien, 12, c'est assez bien, hein, 12. Mais j'ai jamais eu 16 de moyenne, j'ai jamais eu 6 de moyenne. J'ai toujours eu entre 11 et 13, quoi. J'ai toujours eu autour de 12. Et quand t'as fait des études supérieures dans un truc qui te stimulait vraiment ? Bah moi j'ai fait, ce qui m'a aidé, je t'ai fait 3 alors d'affilée. Alors. Moi, mes parents ont divorcé au moment du bac, ce qui était quand même le bon propulseur pour prendre en main ma vie et faire mes trucs à moi. Il y avait vraiment un côté, faut que je parte du domicile familial parce que mes parents s'embrouillent, parce que mes parents sont en train de divorcer, parce que mes parents commencent à utiliser leurs enfants, c'est un peu violent, mais tu vois, tu commences à arbitrer les matchs entre tes parents. Ah ouais, c'est lequel est le meilleur. C'est ça, et puis t'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu ce qu'il a fait, bon bref, et quand t'as 18 ans et que t'as envie de vivre ta vie, t'as envie de dire merde. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, vas-y, j'ai mon bac, je vais faire Alors j'avais pas d'argent pour faire une école de cinéma ou une école d'audiovisuel, je pouvais pas faire Louis Lumière, c'est une école qu'il y a à Paris, je pouvais pas passer des examens je pouvais même pas avoir de BTS parce que donc ça c'est des diplômes en France, je sais pas comment ça marche en Belgique ou ailleurs, mais en tout cas ça coûtait cher. En France, le seul truc qui est gratos, c'est l'université. Donc j'ai misé sur une université, pas à Paris parce que j'avais pas les moyens de vivre à Paris, en banlieue est, à Marne-la-Vallée, dans une fac spécialisée en cinéma. C'est-à-dire que tu apprends la théorie du cinéma, mais petit bonus, à Marne-la-Vallée, tu avais des caméras et des logiciels de montage. Donc moi je me disais trop bien, parce que la vie va être un peu moins chère. Je vais quand même être à côté de Paris, ce qui veut dire que si jamais j'ai besoin de travailler, je pourrais travailler à Paris dans des trucs professionnels de cinéma ou de télé ou machin. Je te parle de ça avec mon état d'esprit au lycée, hein, bien sûr. Et derrière, je vais quand même réussir à vivre ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que la fac de ciné était un poil décevante dans ce que ça m'a appris sur le cinéma et sur les techniques du cinéma et comment se racontent les films et tout. C'était vraiment de l'analyse filmique, donc ça m'a apporté des choses quand même, attention, hein, mais c'était beaucoup enfin voilà, c'était pas exactement ce que j'attendais. En revanche, ce que ça m'a apporté, et ce que je pense qui est très difficile de ne pas avoir quand t'es un jeune adulte, c'est de traîner avec des gens qui ont la même passion que toi. C'est-à-dire qu'à la fac de ciné, il y avait que des gens qui avaient envie de raconter des histoires et faire des films. Et donc ça, c'est génial parce que t'es entouré de gens qui ont les mêmes envies que toi. Et moi, l'alignement des planètes que j'ai eu, c'est qu'il y a eu le début de faire de la fiction sur Internet à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est le début des web-séries. C'était le début de Nerds, du Visiteur du Futur, qui sont des web-séries qui commençaient un peu à marchouiller quand même à l'époque.
Et il y a eu cette espèce de voie-là qui était prends une caméra, filme toi en train de faire des trucs, et plutôt que le montrer à tes copains où t'as un peu la honte parce qu'ils vont te juger ou parce que tu vas jamais croire un compliment parce que c'est tes copains, tu vas le montrer à la France, disons, en tout cas à 50 personnes, ne serait-ce que 50 personnes en France. Et ça, c'était assez chouette. C'était c'est le bon côté d'être né en 1991 de mon côté, c'était j'ai eu une caméra dans les mains quand on a pu commencer à uploader sur internet du contenu, quoi. Vu que t'as très vite eu du travail vraiment dans ce domaine-là et tout, comment tu t'es créé une discipline de travail ? Parce que c'est pas le genre de choses que les jeunes adultes / adolescents trouvent facilement, j'ai l'impression. Moi, j'étais déjà super reconnaissant de pouvoir travailler jeune et dans un truc qui me passionne. C'est-à-dire qu'on est passé en 2 ans de c'est inaccessible et je vais faire une fac de ciné en espérant que ça m'amène quelque part, mais franchement, en plus moi tout le monde me disait il faut faire un BTS, que les facs de ciné c'est de la branlette, tire à nulle part. Donc moi j'étais genre bon on va tester, et 2 ans après j'étais monteur à Ankama sur les sketchs à l'époque le Golden Show pour Davy Mourier et Monsieur Poulpe. Donc en fait il y a eu un espèce de truc où ok gars c'est ta chance, ne la lâche pas. Ça c'est vraiment un truc pour le coup qui vient de l'éducation de mon père, qui lui est jardinier mais dont c'est la passion, et c'est un gars qui s'est ruiné la santé dans son travail mais qui était sa passion. Et je pense que j'ai un truc lié à ça qui est si ton travail c'est un truc que tu as envie de faire, il faut que tu te donnes à 100 000% parce que tu vas être trop malheureux si c'est absent de ta vie. Moi j'ai vraiment grandi avec le travail est ultra important dans la vie. Travailler, c'est ce qui te permet non seulement de vivre mais aussi de te donner un peu un but à ta life et compagnie. Bref, on pense ce qu'on en veut de cette philosophie. Il n'empêche que aujourd'hui, ça marche plutôt bien pour moi cette façon de faire. C'est-à-dire qu'effectivement, le travail me permet d'avoir une philosophie de vie, mon travail, hein, donc auteur, réalisateur, d'avoir une philosophie de vie par rapport à mon couple, mes amis, ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Tu vois, l'auto-analyse constante, ce genre de choses. Et c'est pour ça que je suis très heureux de faire mon travail. Et du coup, à l'époque, déjà, j'avais ce sentiment de me dire non mais si t'as ce taf là c'est fou, et en plus il y a ce truc très chouette où tout le monde me disait attends t'as quel âge, t'as 19 ans et tu fais ça putain, donc ça te motive de ouf, tu te dis ok vas-y je suis Xavier Dolan, je vais faire un film à 21 ans, je vais aller à Cannes et voilà, donc ça, t'as envie de te donner à 1000% pour que les gens te disent putain bah joli, c'est un bravo, et de jamais lâcher l'affaire. Donc après, peut-être que ça va mener à un burn-out à 32 ans, j'en sais rien. Mais je sais que j'ai encore cette façon de faire de... Bon bah là, et peut-être je serai blasé à un moment. Mais là, à chaque fois, on me donne une nouveauté dans ma vie de... Vas-y, là, tu veux faire ça, c'est un truc que t'as jamais fait. Et du coup, vu que je l'ai jamais fait, je vais dire, je vais tout donner là-dedans. Puisque je veux prouver que je suis capable de le faire. Je réagis beaucoup à ça. Me prouver que je suis capable de le faire. Et que ce soit pas trop mal. Et à l'époque, j'avais déjà ça. Donc, ce qui m'a amené une espèce de discipline, c'était de me dire, je veux qu'on soit content de moi, je veux qu'on se dise, on a eu raison de miser sur ce mec-là, on a eu raison de lui faire confiance et me tuer à la tâche. Et en fait, la vie a fait que je me suis pris suffisamment de mini-gadins pour pouvoir me donner à fond derrière. J'ai été monteur au Golden Show. Et à la fin de mon stage, ils se sont fait virer de Ankama, les créateurs du Golden Show. Donc du coup, il a fallu que je trouve du travail différemment. Il y a eu le lancement du Golden Show, du Golden Moustache, pardon, qui était là avec Suricat. Donc je fais Suricat avec eux, on se donne, puis je suis viré de Suricat. Donc du coup, il faut se réinventer. Et j'ai eu ça pas mal de fois dans ma carrière artistique. Et c'est ce qui m'a poussé, je pense, à tout le temps avoir une rigueur dans le travail et de me donner beaucoup dans le travail, peut-être parfois trop, j'en sais rien. Et en même temps, moi, j'ai pas l'impression de trop, puisque effectivement, je suis heureux là comme ça. En tout cas, j'ai l'impression d'être heureux de comme ça, et j'ai un métier où j'écris des blagues et où je rigole avec des gens et où j'analyse ma vie et celle des autres. Enfin, j'ai l'impression de cumuler tout ce que j'aime dans la vie dans un seul travail, donc c'est trop bien. Vu que ton travail, c'est la chose qui te passionne le plus et que c'est autant mêlé à ta vie perso, quand tu te prends des douilles, c'est 2 fois plus de trash. Ah ouais, c'est hardcore. Ah bah c'est ultra hardcore. Comment tu arrives à essayer de prendre du recul là-dessus ?
Est-ce que j'en prends? C'est peut-être pas en fait. Je sais pas. Non, oui, c'est très dur. C'est très dur. Moi, je peux sortir vraiment d'une réunion. Si j'ai fait une réunion de 3 heures et où je me rends compte qu'aucune de mes idées n'a été prise à la fin de la réunion, je suis insupportable le soir, quoi. C'est un peu comme le sport, tu vois. C'est un peu comme comme le baseball ou quand à la fin du match, tu sais, dans les films sur le baseball, il y a toujours ce truc où ils se détestent et où ils tapent la batte contre un truc parce qu'ils ont raté tout le temps à chaque fois, ou au tennis quand ils balancent la raquette parce qu'ils se sont pris des trucs où ils se détestent eux-mêmes. Voilà, moi je suis vraiment comme ça dans mon rapport à travailler. Si vraiment j'ai passé la journée devant mon ordi, même quand j'écris sur mes projets perso, hein, quand j'écris pour moi ou des choses comme ça, si à la fin de la journée j'ai pas eu une idée que je trouve stylée, après une idée suffit, hein. C'est-à-dire que si j'ai eu une idée dans la journée, je me dis bon bah voilà, bien, bonne journée de rempli, ça va, j'ai trouvé au moins un truc bien. Mais toi-même tu sais, il y a des jours où vraiment il y a rien, où tout est nul, où ça va nulle part, où tu te dis ah je crois que j'ai un truc, tu grattes un peu et puis ça va dans le mur et du coup tu te dis cool, j'ai perdu 1 heure. Et tout ça, je sais que c'est un peu dur pour moi, quoi. Donc ouais, par contre les murs sont un peu violents, mais je pense que le fait de ne pas boire d'alcool fait que je ne deviens pas alcoolique et donc du coup ça va. Je pense que sinon je rentrerais dans une espèce d'addiction comme ça. Par exemple, moi je bois beaucoup de coca, 0. Et je sais que quand je suis pas bien, quand je suis navé, quand ça marche pas, je bois beaucoup de coca 0. Je pense que si j'aimais l'alcool, je serais alcoolique. Tu bois pas du tout d'alcool ? Non, pas du tout. J'aime pas du tout le goût. Ok. Je pense que c'est lié à la Bourgogne où quand j'étais petit, à 11 ans, 9 ans, on te faisait boire des verres d'alcool en genre allez, bois ton petit verre, machin. Et après, on chantait une chanson, il est des nôtres, il a bu son coup comme les autres. Et ensuite, on secouait les mains dans ce qu'on appelle un banc bourguignon. Alors, si des bourguignons écoutent ton podcast, ils sauront ce que c'est. Si un jour tu joues en Bourgogne, peut-être tu te le prendras dans la gueule. C'est des bourguignons qui lèvent les mains et les secouent en faisant la 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 la, tra la 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 l'air. Et ensuite, ils applaudissent, ils font la la la, la la la, la la la. C'est ce qu'on appelle un banc bourguignon, qui est une espèce de chant pour célébrer la fête. Et célébrer la fête, ils ont une célébration de la fête en elle-même. Ils ont une espèce de... Ouais, je sais pas comment si je te le googliserais, je te le dirais mieux. Mais en tout cas, c'est ça. Quand je suis allé voir Muse à Dijon, en Bourgogne, c'est-à-dire que t'as Muse, un groupe plutôt international qui remplit des salles. Ils jouent et à la fin, ils voient 2000 Français faire tralalalalaire, tralalalalaire. Mais c'est une blague entre les artistes, hein. J'ai vu Angèle en parler dans une interview. J'ai vu Mathieu Chédid aussi dire oui, ils font ça en Bourgogne, effectivement. C'est le banc bourguignon, c'est une espèce de fierté. C'est très bruyant, il y a dans un film de Clapiche récent, Ceux qui nous lisent en font un aussi. Quand tu connais pas, c'est impressionnant, hein, parce que c'est vraiment plein de bourguignons qui secouent les mains, qui font tralalalalaire, et il y a aucune honte à le faire devant n'importe qui, quoi. N'importe qui. Et donc c'est à cause d'eux que tu bois plus d'alcool. Et je pense que c'est lié à ça. Je pense qu'il y a un truc de... Et puis de voir des gens bourrés, hein, quand t'es gamin et que tu vois des gens de ta famille ivres-morts s'engueuler ou faire des blagues horribles parce qu'ils sont bourrés. Je pense qu'il y a un truc où tu te dis bon, je vais éviter ça. Je pense que je vais passer à côté de ce délire. T'aimes pas du tout l'ivresse ? Bah en fait, je l'ai même pas vécu l'ivresse parce que le goût me dégoûte vraiment. C'est-à-dire que je suis vraiment le gars... quand il y a un verre sombre, je crois que c'est du coca et que j'en bois un peu, je vais vraiment faire et je vais vraiment cracher dans l'évier, quoi. C'est le goût de l'alcool. Et même on m'a fait tous les cocktails parce qu'après je suis devenu l'attraction de tous les groupes d'amis. Vas-y, goûte. Mais ouais, genre non mais attends, parce que ça on sent pas du tout l'alcool. Alors ça c'est une phrase que tous les gens qui boivent qui boivent pas d'alcool ont déjà entendu. Genre non mais attends, je vais te faire boire un cocktail, tu ne sens même pas l'alcool. C'est à l'ananas et tu bois le truc et évidemment que si tu sens l'alcool, parce que quand on boit jamais, bah tu le sens. Déjà tu détestes l'ananas. Bah déjà en plus, c'est vraiment un très mauvais mélange. C'est pour ça que j'ai plus d'amis. Non mais donc c'est ce truc de sentir l'alcool dans les différents cocktails et dans les verres et genre oui mais là attends, là c'est un millésime de Bordeaux, de machin, et tu fais ouais mais non, c'est le concept, le fait qu'il y ait de l'alcool fait que je n'aime pas ça. Donc mais après j'ai des potes qui ont 35 ans et qui ont découvert l'alcool à 30 et quelques années, tu vois. Donc peut-être ça m'arrivera plus tard, mais pour le moment je n'aime vraiment pas ça. Mais comment est-ce que tu te détruis alors ? Je te dis le Coca Zéro et le Pepsi Max, très compliqué. Avant le fast food aussi, alors ça j'ai arrêté, mais je mangeais beaucoup de fast food quotidiennement. Quotidiennement ? Wow. Quotidiennement, ouais.
Bah en fait, tu te mets un peu en tête. Je suis désolé pour tous les en fait et tous les du coup. Je suis vraiment. Mais en même temps, t'es une des rares humaines à qui je parle depuis 2 mois, donc j'ai l'éthique de langage qui reviennent. T'as 2 mois de en fait à caler là. Donc. Ouais, voilà, c'est ça exactement. J'arrivais à un stade où quand je me faisais un Subway, je me disais j'ai mangé équilibré aujourd'hui. Wow. Ouais. Je faisais McDo, KFC, Quick, KFC, McDo, Quick, KFC, voilà, j'entrecoupais de ça. Parce que j'avais un peu l'impression d'être un ricain des States. Et en plus, quand j'ai commencé, en France, il n'y avait pas encore la loi du soda, ce qui fait que quand tu étais à Paris et que tu étais pauvre, parce que j'ai été pendant les 4 premières années où j'ai vécu à Paris, tu pouvais écrire, parce que les cafés, c'est quand même 5 € le coca à Paris, alors que si tu écrivais au KFC, tu payais 2,20 € le coca et ensuite c'était en libre service, tu pouvais te servir du coca toute la journée. Ce qui faisait une journée coca beaucoup moins chère que dans un café, par exemple. Donc voilà, tout simplement. Les bons plans. Les bons plans. Et puis quand t'as une kitchenette pourrie, tu te fais pas à bouffer. Et là, d'un coup, t'as un burger bien chaud avec des frites. Et j'adorais, en fait, je suis quelqu'un d'un peu solitaire. Et la solitude du fast-food, mais me plaît toujours. Hein. C'est-à-dire que je reçois des fois des photos... Vu de l'extérieur, qui sont d'une tristesse infinie, mais j'adore manger seul au McDo, côté rue. Genre, je pose mon plateau, je m'écoute un podcast de Dan Harmon ou de je sais pas qui, et je bouffe mon burger et mes frites en regardant les gens passer dans la rue, et je suis vraiment au paradis. J'adore ça. Et quand j'étais plus jeune, c'était vraiment ma drogue, quoi. Je faisais ça tous les jours. Bon, là, heureusement, j'ai un peu calmé. J'ai découvert le Beyond Meat, les steaks vegan. Comme ça me permet de manger moins gras, moins vénère, voilà. Mais ouais, là, le Pepsi Max reste ma grosse drogue. Je carbure à ça, j'en bois dès 10h du mat, c'est très compliqué. T'as jamais eu de mal avec la solitude ? Ah non, vraiment pas du tout. Pas du tout, parce que, alors je sais pas encore, je veux pas faire le gars qui force à créer des liens entre les différentes discussions qu'on a depuis le début du podcast, mais j'ai tellement été mal accompagné, gamin, forcé à côtoyer des gens, que je prends beaucoup de plaisir à être tout seul, quoi. J'adore être tout seul. Et puis, je suis jamais tout seul parce que j'écoute des trucs, j'écoute la radio, j'écoute des interviews d'Augustin Trapenard, d'auteurs que je lirai jamais. Et donc, j'écoute des conversations et j'adore marcher. Je marche beaucoup dans Paris, j'adore marcher dans Paris. La nuit, écouter... moi, vraiment, une nuit parfaite... c'est je marche dans Paris avec un podcast d'Augustin Trapenard. Quand j'ai faim, je me pose dans un kebab et je reprends ma route et je rentre chez moi, il est 2h du matin. Ça, là, tu me décris ma soirée parfaite. Et ça me fait du bien. Tu vois, c'est exactement ça. J'ai pas ce truc de rentrer chez moi en me disant mais qu'est-ce que t'as foutu, t'as parlé à des gens, t'as dit de la merde, tu t'es ridiculisé. Voilà. Là, j'ai pas ça parce que j'étais tout seul. Donc c'est très apaisant pour moi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup être tout seul. Mais moi, je vais à des concerts tout seul, je vais à des spectacles d'humour tout seul. Je vis très... Et pourtant, je suis en couple depuis 5 ans, ça se passe trop bien. Mais je pense que j'ai des amis, j'ai un podcast où j'invite à chaque fois 5 personnes chez moi. Donc, je pense pas être associable, mais j'adore être tout seul. C'est vraiment... je suis allé voir Alain Souchon tout seul, ça a été un des meilleurs moments de ma vie. J'étais vraiment tout seul à un concert avec un gars que j'adore. Et c'était trop bien. Ça faisait du bien d'être tout seul, quoi. Ça m'a jamais pesé, en fait, bizarrement. Ça m'a jamais pesé. J'ai jamais été triste d'être tout seul. J'ai déjà été triste et du coup, je marche ou je fais des trucs, mais je me suis jamais senti mal d'être tout seul. Qu'est-ce que t'attends des œuvres que tu regardes, écoutes, lis ? Moi, je suis très très fan des stand-up où je me dis, mais grave. C'est-à-dire que parfois, je peux préférer un mais moi grave. Moi aussi, je pisse dans ma douche. Non, mais je peux plus kiffer je crois que je préfère un spectacle où je me suis le plus reconnu, mais où j'ai moins rigolé, qu'un spectacle où j'ai vraiment été mort de rire tout le long, mais où quand je ressors, ça m'a pas spécialement parlé plus que ça. C'est pour ça que je suis pas... Ouais, voilà, je suis très fan de... Lorsque j'écoute quelqu'un, je fais « Ah, c'est intéressant ça ». Ben ouais, c'est une vision de la vie qui me plaît beaucoup. Qui m'intéresse, qui me parle, où je me reconnais, ou parfois c'est des comportements que je reconnais chez d'autres gens et ça me plaît qu'on en rigole. Tout ça, ça me plaît beaucoup, plus qu'une bonne vanne. Donc c'est ça que j'attends. En fait, je me souviendrai toujours de l'effet que ça m'a fait quand j'ai découvert Knocked Up ou 40 ans toujours puceau,
ou pour ne citer que, où je me suis dit, ah là, c'est génial. Il n'y a eu qu'une seule référence à Judd Apatow pour le moment, donc tu peux y aller. Hein. Ouais. J'essaye d'être de moins en moins une caricature de moi-même. Je t'appelle avec un t-shirt qui n'a aucune référence pop culture. Là, je suis vraiment sur un travail de moi-même. Raccroche. Non, mais où les gens qui étaient un peu comme moi étaient des héros de films. Alors aujourd'hui, c'est devenu une blague parce qu'il n'y a rien de plus représenté que les blancs un peu losers, gras du bide, geeks, tu vois. Mais à l'époque, j'étais trop content de me retrouver dans des trucs comme ça où on peut être romantique et en même temps faire des blagues un peu salaces, un peu graveleuses. Quand c'est arrivé, c'est vraiment, ça m'a fait le même effet que quand j'ai écouté le premier album de Linkin Park, où je me suis dit mais c'est ça, je suis très énervé et en même temps j'ai envie qu'on me dise je t'aime. C'est trop bien Linkin. c'est trop bien Linkin Park. C'est tellement la meilleure définition de Linkin Park. Et ouais, c'est exactement ça. Et donc du coup, j'adore cet album parce que c'est trop ça que je ressens. Et donc j'attends d'un film qui m'offre ça. C'est-à-dire que je vais te donner un exemple tout con. Avec ma meuf, on a regardé putain, comment il s'appelle ce film? Chinatown. On a regardé Chinatown. Tout le monde disait Chinatown, c'est un chef-d'œuvre. Et franchement, factuellement, c'est incroyable Chinatown. Mais à partir du moment où ça ne raconte pas trop des trucs qui me parlent philosophiquement, je me fais yesh. C'est-à-dire que je sais pas, alors c'est peut-être à cause de la culture internet, c'est peut-être le rythme des montages, je sais pas. Mais quand je suis pas touché par ce que vit le personnage ou que j'arrive pas à me mettre dans les chaussures du personnage, c'est pour ça que les films d'époque me saoulent pour la plupart. J'ai trop du mal à me lancer dans le film et à kiffer le film quoi. Et du coup c'est relou parce que du coup ça me ferme à plein de très grands films, mais je sais que j'attends d'une œuvre alors je sais, c'est peut-être pour ça aussi que par exemple la peinture, j'ai pas encore trouvé des œuvres de peinture qui me fascinent. J'arrive pas à me passionner pour la peinture parce que en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop peu de blancs anti-héros qui traînent dans un canapé dans la peinture. Exactement. Ça j'ai du mal. En fait, c'est ça. J'ai du mal à être touché parce que j'ai pas de point d'ancrage avec eux. Mais après, c'est des points d'ancrage qui peuvent être avec. Il était une fois en Amérique. Bon, je ne suis pas un mafieux violeur qui tue par paquet de 12, mais la solitude d'un gars qui essaie d'exister avec ses potes, bon bah voilà, là ça me parle. Ça peut être vraiment minime comme ça. Black Swan, ça me parle de ouf, alors que voilà, je suis pas une meuf et que je danse assez mal. Mais je comprends le personnage de Nathalie Portman quand elle essaie de plaire à sa mère via le travail ou machin. Bon bref, j'arrive toujours à trouver des points d'ancrage dans des films. Mais je sais que je serais toujours plus touché par quelque chose effectivement qui me donne une vision de la vie ou une... tu vois, Dave Chappelle, et c'est évidemment très très bien, mais lorsqu'il parle pendant une demi-heure de pouvoir faire des blagues sur les transgenres ou des trucs comme ça, d'un coup moi je suis là genre, mais en fait je m'en fous parce qu'on pense pas pareil, donc du coup là je vais me taper une demi-heure où je sais très bien ce que tu vas m'expliquer et du coup je m'ennuie un peu. Donc c'est horrible parce que du coup je pense que je suis quelqu'un de pas très curieux. C'est peut-être ça le problème, et encore je crois que si un peu, mais peut-être que du coup je suis un peu trop dans mes pantoufles culturellement parlant. Ouais, mais t'as pas l'impression des fois de tourner en rond dans ce que tu regardes parce que c'est toujours un peu les mêmes trucs. Moi j'ai beaucoup ça pour l'instant, j'ai l'impression. Oui. Alors je vais te dire oui et non qui est la pire réponse, mais je te cite Il était une fois en Amérique parce que je l'ai maté cette semaine et j'ai l'impression quand même qu'il était une fois en Amérique, c'est assez éloigné de Judd Apatow, Kevin Smith ou le SNL. Je crois. Après je suis très culture anglo-saxonne, pardon. C'est vrai que c'est des trucs qui me parlent plus et que c'est un pays. Ce sont des pays qui ont créé tellement de trucs culturellement parlant que j'ai l'impression que je cours après une boulimie de ce qu'ils ont créé, alors que peut-être il faudrait que je cours après un peu moins et que j'aille voir dans d'autres pays ou dans d'autres... Tu vois, par exemple, j'ai découvert le cinéma italien il y a 2 mois et je me dis, mais c'est incroyable, ça me parle tout autant que Judd Apatow. Nous sommes tant aimés me parle autant que Encloque mode d'emploi et c'est chambé. Donc, regarde, je vais essayer de créer des liens et peut-être que c'est un peu au forceps, mais dans ma théorie où on est tous un peu les mêmes,
techniquement, on peut tous un peu se retrouver dans des trucs culturels similaires. Donc peut-être je tourne pas trop en rond puisque je me retrouve dans des trucs aussi différents que, je sais pas, Mulholland Drive, Starship Troopers, c'est Very Bad Trip 2, tu vois, mais juste je retrouve des trucs différents entre les trois. Bon, là je viens de te citer 3 trucs américains, donc ça te prouve que je tourne quand même un peu en rond. Mais après, c'est ce que je te disais, je suis un cliché ambulant, hein, c'est-à-dire que je regarde le SNL tous les quand il passe sur Canal tous les mercredis, je cite Joe D'Apato en boucle, enfin voilà, je suis complètement dans le cliché de l'auteur parisien blanc qui écrit. On en a même fait un sketch avec Baptiste sur Pitch. On a un épisode de Pitch qui s'appelle Les auteurs et qui est vraiment juste de l'auto-analyse en disant bon, on sait ce qu'on est, on sait qu'on va à Starbucks le matin en regardant des replays des late shows de Kimmel et de Kimmel et de Conan, et voilà, bon, c'est pas grave, je m'en fous. Moi j'ai grandi avec un père qui était passionné de jardinage et qui faisait tout le temps les mêmes trucs avec les 5 mêmes plantes, et il était très heureux de ça. Bon bah voilà, moi je suis sûr que je peux être heureux en étant sur les mêmes trucs. Et puis moi, le couple m'a aidé aussi à m'ouvrir un peu aussi, à être plus curieux de trucs qui me passionnaient pas de prime abord, mais vu que ça passionne quelqu'un que j'aime énormément, bah du coup ça m'intéresse et ça m'ouvre un petit peu quand même à ce niveau-là. Et puis merde, moi j'ai même pas 30 ans, j'ai le temps de m'intéresser à plein de trucs qui sont différents de mes carcans. J'ai encore plein de choses à découvrir, donc c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé dans ton métier alors que ça n'a absolument rien à voir avec ton métier ? Du coup c'est un peu compliqué vu que je te disais que tous les trucs qui m'arrivent dans la vie, j'essaie un peu de me dire c'est un peu du matériel mais oui, mon rapport avec ma famille, la vie sentimentale, tout ça m'a apporté beaucoup dans mon travail. Là alors plus concrètement, le fait d'être en couple m'a permis d'arrêter de bosser la nuit jusqu'à 3h du matin et me lever à 14h et tout ça. Ce qui fait que maintenant, je suis beaucoup plus structuré, même pour faire des réunions professionnelles, rencontrer des gens. Donc ça, dans le dur du dur, ça m'a apporté des horaires de travail. Mais sinon, non, là, comme ça, oui, c'est ce que je te dis, quoi. C'est les trucs qui me sont arrivés, mais qui arrivent dans la vie de tout le monde. Ça m'a apporté, la mort de mon grand-père par exemple m'a apporté plein de trucs dans le côté pas financier, loin de là, mais dans le côté un peu philosophique, le concept d'héritage, dans le sens culturel, des trucs comme ça, ouais, à ce niveau-là j'ai reçu des choses. Mais j'ai l'impression que tout, c'est ça qui est relou, c'est que c'est le côté c'est un travail, mais c'est notre passion, machin et tout. J'ai l'impression que quand t'es passionné et que c'est pas ton travail, tout ce que tu touches nourrit un peu ta passion. Si t'es passionné de bagnole, dès que tu vois une bagnole passer, tu t'arrêtes un petit peu parce que tu veux voir à quoi elle ressemble. Si t'es passionné de jardin, de plantes ou de machin, tu dis putain c'est quoi cet arbre, tu t'arrêtes, tu regardes à quoi il ressemble, tu fais des recherches Google pour savoir ce que c'est, tu prends en photo, moi c'est pareil, mais il se trouve que c'est aussi ça qui me fait travailler. Mais quand je regarde le SNL, je me dis pas je vais regarder pour mon travail. Je regarde parce que je kiffe le SNL, et il se trouve que du coup je kiffe et ça me met ça doit me donner des idées pour plus tard. Mais je le regarde pas du tout en me disant c'est mon travail, il faut que je regarde ce qui se fait partout. Je suis d'abord un passionné de comédie avant d'un mec qui bosse là-dedans. Je suis d'abord un passionné de film avant de quelqu'un qui souhaite en faire. Donc du coup j'ai l'impression que ça se lie comme ça en fait. Quand t'écris pour d'autres choses, est-ce que des fois t'as peur de cramer des histoires personnelles que t'aurais pu mettre ailleurs, et genre de trop donner de toi en quelque sorte? Ça dépend des projets. Là la commande par exemple dont je te parlais en début de podcast, pas du tout, parce qu'on est vraiment dans un type de film où je sais pourquoi je suis là. Déjà le concept même de commande veut dire plein de choses. Moi, des fois, de la commande, c'est juste je viens et je dois donner beaucoup de blagues. Des fois, je viens et je donne de la structure. Et des fois, je viens et je donne du fond. Donc, quand je donne du fond, ce qui va avec ta question, oui, j'essaie de faire attention. Après, je pense que chasser le naturel, il revient directement. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup...
j'ai un truc avec les darons, ou en tout cas avec les pères, qui soient des pères dans une famille ou des pères, disons plus, merde, j'ai plus les mots, je suis désolé, pères de substitution ou pères philosophiques. Si tu regardes un peu tout ce que je fais, il y a toujours un daron avec qui ça se passe pas très bien. Bon, je le fais pas exprès, mais il se trouve qu'il y a une figure d'autorité équivalente à un père qui fout une pression à un jeune. Dans tout ce que j'écris, quasiment. Il y a un rapport à la nostalgie aussi, dans quasiment tout ce que je fais aussi. Je donne et en même temps, je le traite d'une certaine façon dans tel projet, mais je sais que je le traiterai pas comme ça dans mon projet ou dans tel autre truc. Par exemple, prenons l'exemple d'un père horrible. Je sais que si moi je fais un truc sur un père horrible, je vais mettre beaucoup d'émotions et essayer de comprendre pourquoi le père est horrible. Si c'est dans Pitch avec le Caplin, on va juste faire un père horrible et on va mettre des blagues sur le plus horrible possible que peut être le père parce qu'on s'en fout, c'est un sketch. Et dans le spectacle de Baptiste, on a des blagues un peu sur les darons, enfin sur le daron de Baptiste en l'occurrence, mais en vrai on lui a donné aussi un peu de mon daron parce qu'on a un peu les mêmes darons. Ou pareil, on met des trucs très trash. En même temps, derrière, on dit mais il a fait ça, du coup, c'est un peu mignon, c'est trash mais mignon. Bon, bref. Et tu doses un petit peu ce que tu as envie de dire sur tel ou tel sujet. Donc je sais pas si je suis jamais déçu. Je suis déçu quand c'est raté au final. Donc ça marche pas. Avec le spectacle, c'est pas le cas, mais des fois, j'ai pu écrire pour des projets où la mise en scène a un peu gâché. Et je me dis putain, mais c'est moins des thèmes que vraiment des blagues. C'est-à-dire que j'ai vraiment des fois une blague que j'adore et que je vois qu'elle est foirée parce que le comédien a pas été dirigé comme j'imaginais ou je trouve que la blague est mal montée. Alors là, vraiment, je pense que je peux réutiliser la blague. Je m'en branle. Je fais non, elle a été mal faite. Je peux la refaire ailleurs. Je m'en ai rien à foutre. Mais tu sais, les nuls ou Cadet Olivier, c'était des gens qui reprenaient beaucoup leurs blagues. Hein. C'était genre, il y a l'Acier de la peur. Il y a plein de blagues de l'Acier de la peur qui étaient dans les nuls. J'ai essayé de trouver vous voulez un whisky juste un doigt, qui est la blague culte de l'Acier de la peur. C'était dans le roman photo avec Gérard Darmon dans leur sketch sur Canal+. Et tu vois, et c'est juste, ils se disent bah ouais, mais là dans la scène, elle prend plus la blague, donc on va la mettre et ça va être plus fort. Bon bref. Mais moi des fois je suis frustré de la réalisation. Mais c'est pour ça que j'essaie au maximum de réaliser ce que j'écris et quand c'est personnel, j'essaie de réaliser. Par exemple Baptiste, à la base je pensais vraiment le spectacle de Le Caplin, je pensais vraiment juste écrire quelques blagues. Et en discutant, en fait, c'est devenu un truc où c'est Baptiste, c'est la vie de Baptiste, mais j'ai mis plein de trucs qui me concernent moi, qui sont même mes rapports à ce que je pense de certains. Il y a des sketchs que j'aurais pu jouer, alors pas avec son énergie, mais j'aurais pu parler des mêmes sujets si j'avais fait un spectacle moi, tu vois. Donc du coup, quand il le joue, moi je suis beaucoup plus présent, je suis là quand il les teste, il m'envoyait tous les soirs leur vin qu'il testait et je l'écoutais et je prenais des notes parce que j'étais beaucoup plus à fond. Je suis pas son metteur en scène, il a un metteur en scène, mais je suis beaucoup plus à fond que quand on m'appelle pour écrire des blagues sur sur une émission télé ou trouver des concepts. Quand j'ai fait l'émission de McFly et Carlito, là j'ai juste à trouver des concepts. Je suis un peu plus distant. Je donne moins de moi, donc c'est juste trouver des idées un peu marrantes. Je vais pas me tuer, je vais pas livrer mon âme pour une émission qui se veut juste fun. Donc tu donnes selon aussi ce qu'on te demande. Baptiste, quand j'ai senti que plus que juste des blagues, il voulait qu'on échange pour aller un peu plus profondément pour parler, parce qu'il voulait parler de ses filles, il voulait parler de son père, il voulait parler de trucs comme ça. Et ben donc du coup on a gratté. Donc moi j'ai gratté aussi dans mes souvenirs, dans mon rapport, dans machin. Bon bref. Donc mais c'est le meilleur truc. Moi si je pouvais faire que ça, je ferais que ça. Moi j'adore faire des commandes parce que je pense que ça nourrit même l'imaginaire. Mais ce que je te disais tout à l'heure, moi si je pouvais faire que mes trucs perso et de temps en temps bosser avec des gens fascinants comme Baptiste ou Jonathan, ce serait parfait. Moi ce serait parfait. Mais c'est ce que je tends à faire, hein, c'est ce que je fais de plus en plus, donc c'est trop bien. Et en plus j'ai mon podcast où je peux discuter avec les copains ou avec des gens que j'aime bien, même des gens, quand t'es venu, je t'avais jamais rencontré, j'avais jamais rencontré Thomas Wiesel, et juste je rencontre des gens et je me dis, j'entends des gens que je trouve intéressant. Notre podcast a heureusement un petit peu de succès, donc du coup les gens peuvent en entendu parler ou des trucs comme ça, et du coup ils viennent et je trouve ça trop bien. Tu fais des rencontres tout le temps, et comme je te disais, moi je suis d'abord un nerd de tout ça avant d'être un créateur. Donc moi si tu me disais si mon travail me permettait déjà juste de rencontrer des gens drôles et intéressants,
sans même écrire une ligne, je serais déjà trop content, quoi. Ce serait déjà super. C'est quoi le dernier truc que t'as appris à ton sujet ? Le truc que j'ai appris à mon sujet. Ouais, le truc que tu dis putain, mais oui, en fait, je fonctionne comme ça et je l'avais jamais, j'avais jamais mis des mots dessus. Ah putain, alors attends, je vais essayer de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai que peut-être attends, faut que j'essaie de le formuler bien. Parce que c'est un peu, parce que je suis encore en train d'y réfléchir. Je suis pas certain encore que je suis comme ça, mais Ok. j'ai l'impression que quand même je me complais dans le côté je suis très occupé pour pas faire des choses de la vie, et d'accepter plein de projets. C'est peut-être aussi pour éviter de redescendre une semaine dans ma famille ou enfin tu vois tous ces trucs de la vraie vie, et que peut-être je travaille beaucoup et j'accepte plein de projets parce que les trucs de la vraie vie j'ai peur de pas bien gérer ces trucs-là, et donc du coup je fais ce qui me plaît pour pas avoir à faire donc du coup je suis peut-être un peu égoïste. Voilà, j'ai un truc un peu égoïste avec me dire oui mais bon ça va, j'en ai chié gamin, j'en ai chié pour en arriver là, donc là je travaille parce que je me plais là-dedans et que ça me plaît et que je veux faire que ça, et que peut-être il faudrait que je fasse moins de choses pour avoir plus de temps de faire des choses de la vie, comme aller voir ma famille, passer plus de temps avec ma compagne. Bon là on sort d'un confinement donc ça va, mais peut-être qu'avant ça peut-être des fois plus voyager avec des gens que j'apprécie, ou voilà, bon, ces choses-là, quoi, peut-être. En fait, le podcast, le Floodcast a été un peu mon excuse pour avoir plein de gens qui viennent et on discute. Le podcast, mais je sais pas si toi aussi c'est ça, mais ça permet quand même d'avoir des conversations avec des gens sans le small talk, quoi. Ah mais oui, c'est un l'excuse. prétexte, c'est totalement un prétexte. T'as un prétexte pour pas avoir ce truc un peu gênant de on se renifle les machins et tout. Tu dis bon bah je vais te poser des questions, et donc du coup il y a un peu un truc de bon bah voilà, on rentre directement dans une conversation qui nous intéresse, quoi. Donc ça a été un peu mon excuse, le podcast, pour pas trop sortir et voir des gens, et que peut-être des fois c'est bien de faire ça aussi. Je sais pas, je suis dessus. Je te redirai ça dans un an, mais j'ai l'impression que parfois le travail est une excuse pour fuir certaines responsabilités autres. Voilà, mais je suis pas sûr, hein. Franchement, on verra. Ok, bah merci beaucoup. Bah merci, c'est trop bien, c'était très cool. Bah merci à toi, Adi. Ça va, c'était intéressant, j'ai pas trop... J'ai dit beaucoup de du coup et beaucoup de en fait et beaucoup de le travail, mais bon. Si tu veux, je peux tous les remplacer par un petit Oh non, jingle. quel enfer. Quel enfer. Mais non, mais parce que... Mais avant, ça allait en plus. Moi, mais j'ai juste fait un podcast où quelqu'un a vraiment mis en top com et beaucoup de gens likaient. Oh, il dit tout le temps du coup, c'est insupportable. Et ça m'a vraiment vexé de me dire, mais d'où, quand t'écoutes un podcast de gens qui parlent de la vie, le top, c'est de dire, bon, il a un tic de langage qu'il aille se faire foutre. J'ai trouvé ça super violent, quoi. C'est vraiment de dire, bah, j'ai pas aimé ce film avec Bruce Willis, parce que je déteste les chauves. Donc je regarderai pas parce qu'en fait, vraiment, le fait qu'il ait pas de cheveux m'a agacé. Bon, bref. Donc, j'ai essayé de. Bon, j'espère qu'il y en aura pas trop. Je sais pas. Bon, bref. Mais c'était très cool en tout cas. Moi, j'ai bien kiffé. Kiffé. C'était très cool à faire. J'ai commencé celui avec Dan. Il est tellement cool, ce gars. Ouais, à fond. En plus, vous avez parlé 4 heures. C'est trop bien. Moi, j'aime bien les podcasts bien longs. Et encore là, j'ai coupé, hein, parce que c'était vraiment long et il y avait beaucoup de trucs vraiment teubés qui me font beaucoup rire. Mais Ah, mais moi, j'adore quand il est sûr de lui sur des trucs très abstraits. oui. C'est mes trucs préférés. Et surtout, il comprend. Ouais, il peut se lancer sans harnais et c'est pas grave. Et tant pis, parce qu'il réécoutera jamais l'émission. Donc en fait, franchement, autant se lancer. Et j'aime bien cette façon un peu kamikaze de faire le truc. Bah tu sais, comme je te disais, moi je repense trop au truc après. Lui, j'ai l'impression qu'il le fait pas trop, et donc du coup, je pense que c'est une bonne façon d'être un peu. Mais moi, je fais mon podcast grâce à lui. Hein. C'est quand j'ai écouté Comedy News Weekly. Moi, j'écoutais que des podcasts ricains parce qu'il n'y en avait pas trop en langue française. En fait, vous êtes un spin-off. Bah pas un spin-off parce qu'on n'était pas du tout invités, mais on s'est dit.
En fait, moi, je m'en battais les couilles des actualités sur la comédie parce qu'en plus, il disait que des trucs que j'avais déjà lus sur Vulture. Donc, j'apprenais rien en écoutant le podcast. En revanche, avoir un gars blasé des blagues de l'autre et l'autre qui parle fort, ça, moi, j'adorais. Ça, je trouvais ça super. Et je me suis dit, c'est trop marrant parce que j'ai l'impression de retrouver un peu, pas la même mécanique, mais un truc de binôme que j'ai avec Adrien dans la vie. Et donc, du coup, on l'a fait. Mais c'est pour ça qu'on les a invités très tôt, Anthony et Dan, parce que... Parce que ouais, sans eux, je pense que j'aurais jamais fait mon podcast sans eux, hein, vraiment. Et aujourd'hui, on les nique, donc c'est trop bien. Mais ouais. On fait beaucoup plus. Eux, ils n'arrivent pas à te faire 2 émissions d'affilée. Donc si en plus on peut les humilier, c'est trop bien. Vous êtes The Office US. Ah, exactement. C'est exactement ça. Oh, je vais lui envoyer directement par texto en disant que c'est toi. Mais je vais lui dire, on est les The Office US et vous êtes les The Office français. Vous êtes le bureau. Oh oui, le bureau. Oh mon Dieu. Vous êtes le bureau avec François Berléand. Exactement. Le fait que vous ayez écouté jusqu'ici montre que vous avez beaucoup trop de temps libre, mais merci. J'espère que ça vous a plu. Il y a 16 autres épisodes des gens qui doutent en ligne avec Adrien Méniel, Kian Kojandi, Dan Gagnon, Thomas Wiesel, Sophie-Marie Larouille et plein d'autres gens très chouettes, des humoristes, des auteurs, des artistes en tout genre. Tout ça est dispo sur iTunes, Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes de podcast, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles aussi sur iTunes pour que je devienne famous as fuck. Vous pouvez soutenir aussi les gens qui doutent via Patreon en donnant la somme de votre choix. Et puis en description, comme à chaque fois, vous trouverez tous les endroits où suivre Flaubert sur les réseaux sociaux, ainsi que les chaînes YouTube où trouver ses vidéos. Il y aura aussi une liste de toutes les œuvres qui ont été citées, de toutes les références qui ont été faites dans ce podcast, donc vous aurez largement de quoi vous occuper. Et puis finalement, si vous voulez être tenu au courant des prochains épisodes des gens qui doutent, vous pouvez me suivre moi sur Facebook, Twitter, Instagram en tapant Fanny Ruet. Bisous! Et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux Maxime Moitieu.